Suite de nos hors-séries consacrées aux technologies à destination, ou pas nécessairement, détournées des fois, au profit des personnes malvoyantes ou non-voyantes. La domotique, par exemple, c'est vrai qu'avec nos assistants vocaux, finalement, ce sont des outils qui nous servent à nous, gens valides, mais qui servent aussi, évidemment, aux gens qui le sont moins valides, Sébastien. Oui, et alors si vous posez la question, parce que effectivement, le verbe le plus utilisé par David, que vous avez déjà vu maintenant depuis plusieurs numéros, sur son Google Home, c'est d'éteindre la lumière. Si comme moi, vous vous posiez la question de pourquoi il éteint la lumière, eh bien, regardez le numéro, vous avez la réponse, c'est une question très naïve, mais Oui. que je ne pouvais pas ne pas poser. À suivre donc, et pour tout savoir sur notre invité, je vous invite à remonter dans les autres hors-séries si vous ne les avez pas encore vus. La présentation de David, bien sûr. On a également déjà parlé de smartphone avec David. Et ici, aujourd'hui, c'est la domotique qu'on vous propose. Bonjour David, donc on est sur un nouveau numéro, ici on est de nouveau plein de questions et on va s'orienter un peu sur la maison, et donc un peu plus domotique, parce que c'est des sujets qu'on a largement abordés par le passé dans notre podcast et qui nous intéressent et qu'on aimerait justement voir comment toi tu l'utilises aujourd'hui. Alors question cash d'entrée de jeu, Google Home ou Alexa? Les deux. Pourquoi? Alors En fait, effectivement, j'aime bien les deux parce que, en tout cas, à mon usage, je trouve que les deux sont intéressantes en fait pour nous, en fonction de ce qu'on veut en faire. Moi, la partie Google Home, j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de services intéressants qu'il n'y avait pas au départ sur Alexa, sur Amazon. Et maintenant, effectivement, Alexa s'est bien étoffé. Aujourd'hui, on est quand même sur un niveau, je pense, qui est à peu près similaire à la Google Home. Après, il y a des petites différences quand même, en tout cas à mon sens, c'est les livres. Pouvoir écouter un livre numérique sur la partie Alexa, qu'on ne peut pas faire sur une Google Home. Donc pour un déficient visuel, ça peut être un plus. Donc tu peux utiliser aujourd'hui tout le catalogue Amazon et l'acheter et le faire lire à Alexa. Ouais, c'est les livres Audible qu'on peut faire lire sur Alexa, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Et par contre sur Google Home, malgré qu'il y ait un play livre, on n'y a pas accès. C'est un peu dommage. Ils ont oublié. Peut-être qu'ils n'ont pas eu de demande, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas le cas. Après, je sais qu'à une époque aussi, tout ce qui était interconnectivité avec les autres services, avec des lampes connectées, chauffage et autres, effectivement, au départ, c'était plus compatible avec du Google Home qu'avec du Alexa. Aujourd'hui, c'est plus forcément vrai. Aujourd'hui, ça va assez bien. Voire des fois, c'est même plus simple de connecter des fois maintenant avec Alexa qu'avec Google Home, je trouve. Bon, bref, ça dépend des cas. Et non, les deux sont bien. Après, il y a la synthèse vocale, la voix qui parle. C'est vrai que moi, je préfère la voix quand même sur Google que sur l'écho. Mais bon, après, c'est des questions de goût personnel en fonction des enceintes. Mais je dirais qu'effectivement, moi, à mon sens, je pense qu'il faut avoir les deux. Ok, donc chez toi à la maison, j'ai les deux. Tu as les deux. Non, non j'ai les deux. Et tu mélanges les deux. J'ai les 8, 8 ou 9 ou 10, je ne sais plus combien j'en ai. Tu veux écouter de la musique aujourd'hui, tu vas t'orienter vers une chaîne IFI ou tu vas t'orienter d'office maintenant sur tout ce qui est... Alors j'ai les deux. Oui. Non, j'ai les deux. Ça dépend où, mais oui, j'ai principalement des Google Home pour la musique. Et l'Alexa, c'est plus de l'appoint, plus pour des fonctions que Google Home ne fait pas en fait. Donc pour les livres, à une époque, on ne pouvait pas se réveiller avec la radio avec la Google Home, ce qui est maintenant possible. L'autre intérêt sur l'Echo Dot, par exemple la Mini, la toute petite Echo Dot, c'est qu'on a la possibilité de mettre un jack, ce qu'on ne pouvait pas faire avant sur les Google Home Mini, et ni sur les Google Home tout court. Donc pour ceux qui veulent éventuellement brancher un jack dessus, voilà, on pouvait. On peut d'ailleurs. Et pour brancher un jack pour ne pas embêter le reste de la famille ou pour écouter plus... sur un casque ou pour recycler une paire d'enceintes ou voilà, comme l'input de le Chromecast de chez Amazon, quoi, un peu dans cette idée-là. Donc ça, effectivement, Google ne le faisait pas. Donc ça peut être un des intérêts. Non, je dirais vraiment que voilà, c'était vraiment en complément au départ. Maintenant, les deux se valent à peu près. Après, c'est une question de goût, d'esthétique, ce genre de choses. Okay. Mais, et donc, et puis dans les fonctions Google Home, en discutant juste avant, tu disais, voilà, la chose qui est une des plus importantes quand je sors de chez moi, c'est
d'éteindre les lumières. Bah oui, par exemple, oui. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de me casser la tête, aller mettre le nez en l'air sous chaque ampoule pour voir si elle est allumée ou pas, vu qu'il me reste encore une perception lumineuse, bah effectivement, je pars, je dis OK Google, éteins toutes les lumières. J'ai éteint les 8 lumières. Bon, OK, merci. Est-ce qui règle une problématique, parce qu'effectivement, avec les ampoules LED aujourd'hui, les ampoules LED ne chauffent pas, donc tu ne peux pas savoir si l'ampoule est allumée ou pas. Déjà, d'aller au plafond pour aller toucher l'ampoule, c'est chiant. Déjà. Visuellement, moi, je vois encore un peu, donc c'est vrai que quand je suis dans une pièce qui n'est pas trop lumineuse, je vois si la lumière est allumée. Mais ça reste perdre du temps, en fait. Donc le fait de dire, voilà, j'éteins telle ou telle pièce, etc., je trouve que c'est quand même vachement plus simple. Pour moi, c'est plus pratique. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui se posent la question de la même manière naïvement que je te l'ai posée, mais pourquoi tu allumes la lumière? Alors, parce que y a des personnes déficientes visuelles qui ont des conjoints, de la famille, des amis voyants, et même si nous, elle n'est pas indispensable, les gens qui vivent avec nous l'utilisent. Donc effectivement, je n'allume pas souvent, parce que moi, personnellement, je peux m'en passer. Par contre, j'ai plus tendance à passer mon temps à l'éteindre, la lumière. Parce que les gens voyants, eux, ils oublient de l'éteindre. Mais moi, personnellement, en général, voilà, j'ai pas besoin de l'allumer, en fait. Même si En fait, après, c'est des habitudes, en fait. C'est vrai que on a l'habitude, effectivement, d'appuyer sur le bouton. Voilà. C'est plus une habitude qu'autre chose, en fait. Ok, et donc la musique, le contrôle de la télé, des podcasts, pour toi, à la maison, ça reste grâce à une enceinte connectée? Pas forcément pour les podcasts, parce que c'est plus compliqué. Mais ouais, tout ce qui est musique, radio, les questions Google, comme ça, les questions qui nous viennent, etc. Effectivement, je fais ça beaucoup avec les enceintes connectées. Et est-ce que tu utilises, parce qu'on a beaucoup parlé de domotique dans le numéro, est-ce que tu utilises d'autres appareils domotiques chez toi où tu essaies de tout rassembler autour du Google Home ou du Alexa? En fait, j'ai plusieurs adresses, mais en combinant les différents lieux où j'habite, on va dire oui, il y a l'alarme connectée. L'alarme connectée, donc moi je suis en Sans-Fil Protect, ça marche très bien. Bon, sauf ici en bas, parce que tout à l'heure, quand je suis arrivé au bureau, en fait, je viens de m'apercevoir que une des télécommandes n'a plus de pile, donc j'ai pas pu éteindre l'alarme. Et mon smartphone, la technologie n'est pas infaillible. Et mon smartphone, en plus, je sais pas, dans l'application, ça buguait, ça voulait pas s'éteindre. Bon, bref. Mais normalement, effectivement, Sans-Fil Protect marche avec les enceintes, donc avec Google Home, avec Alexa. Non, attends, non, j'ai une connerie là. Pas Sans-Fil Protect, je le fais qu'avec le téléphone. Ils avaient fait un lien, mais pour les volets. Non, ça marche pas dans Google Home. Oui, mais ça ne pourrait qu'arriver probablement. Ça peut arriver, oui, mais non, mais ça marche pas encore. Ça marche pas encore. Non, mais après les autres trucs, c'est-à-dire la lumière, ton chauffage, le chauffage, ton chauffage aussi. J'ai du Nest, j'ai du Xiaomi en Aspi, et ici on a du Roomba au bureau. Oui, c'est ça. Donc, et ça, c'est pas problématique. Excuse-moi la question, mais c'est pas problématique d'avoir un aspirateur autonome. Tu l'entends, génial. Tu sais où il est. Ah bah oui. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que de toute façon, quand il est coincé quelque part, par exemple, genre il est coincé par une chaussette, c'est pas gênant. Moi, je dis à Google Home, retour aspirateur, OK. Le truc, il se met à gueuler comme quoi il essaie d'y aller. Donc moi, ça me permet de le repérer. Et après, je vais le chercher, en fait. C'est génial. Mais non, pour nous, c'est pratique. Moi, je trouve que c'est génial, tout ça. Et puis, les lampes, les aspis connectés. Qu'est-ce qu'il y a? Le thermostat. Là, l'autre fois, j'ai testé de l'Aqua-Hub aussi. Pour le détecteur de mouvement, d'humidité aussi, pour le thermomètre. Et c'est pas un trop gros budget aujourd'hui ça reste un budget. De là à dire un gros non, parce que après, j'ai pas équipé tout en une journée. Mais effectivement, une ampoule, maintenant, il y a des ampoules à 10 €, à 15 €, une vingtaine d'euros, disons. Une vingtaine d'euros. Et alors, évidemment, quand nous, on est rempli de technophiles, on a des geeks dans l'équipe, et donc pour nous, on installe un Google Home, on branche, on connecte au Wi-Fi, tout se passe bien. Est-ce que pour toi, c'est tout aussi facile? Est-ce que non. Non. Pourquoi? Non. Non. Oui et non. Tu vois, moi, c'est ce que je disais quand on préparait un peu ces entretiens, c'est qu'effectivement, moi, ce qui je trouve aberrant, c'est que quand on commence à avoir l'habitude à confier à ce genre de choses, moi personnellement, c'est vrai que j'y arrive. J'ai l'habitude, je sais où sont les icônes, j'ai l'habitude d'aller dans les interfaces, de chercher, etc. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, et même en dehors de l'handicap visuel, des gens, même des personnes un peu âgées, etc., qui sont infoutus de configurer une Google Home.
parce que c'est trop compliqué. Il faut avoir un compte Google ou un compte Amazon. Après, il faut savoir se rappeler de son mot de passe. Déjà, rien que l'étape du mot de passe, quoi, déjà. Et après, c'est pas toujours assez simple pour les gens d'aller dans l'appli, d'ajouter l'enceinte, quand se dire, tiens, ça me demande un nom, machin, dans la pièce, etc. Après, les paramétrages du genre, c'est quoi l'enceinte par défaut, c'est quoi la télé par défaut, c'est quoi le... Tout ça, c'est un nombre de réglages, une multitude d'options, qui est intéressante pour beaucoup de gens, je pense, mais qui, pour le commun des mortels, qui n'y connaît rien en informatique, c'est trop compliqué. Et quand par-dessus, il y a le problème de l'handicap visuel, ou que la personne derrière ne voit pas, ne peut pas lire la notice, ne sait pas par quel bout commencer, je pense qu'il y a plein de gens qui ne passent pas à ce genre de système parce que c'est la mise en place qui est trop complexe. Et donc tu dis que ces systèmes, comme on l'a déjà vu dans ces entretiens, te permettent, t'ouvrent à plein de possibilités, plein de réponses génial, à l'extérieur, mais qu'aujourd'hui, aussi bien dans les voyants que dans les malvoyants, et encore plus cinglant dans les malvoyants, il y a une partie de la population qui ne fait pas le cap parce que c'est trop compliqué. Il y a des gens qui sont obligés de se faire aider pour les configurer et qui n'y arriveraient pas tout seuls, ou qui n'ont pas fait le pas, parce que c'est trop compliqué et ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas par quel bout commencer en fait. Est-ce qu'ils savent déjà que ça existe ou que ça peut les aider de base? Nous, en tout cas au bureau, c'est d'ailleurs pour ça que là, même sur la table, j'ai une Alexa là, qui traîne, parce qu'on leur montre, parce qu'il y a plein de gens qui viennent au bureau pour des aides techniques standards, ce que les gens connaissent souvent, le braille, le machin, tout ça c'est du connu. Et quand on leur met par exemple une Alexa, on leur dit tiens, je veux jouer à un jeu, puis que ça part, puis ils posent des questions, puis ils répondent, tu fais mais c'est génial, c'est quoi ça, comment ça s'appelle, etc. Et les gens ne connaissent pas en fait. Dans les gens qui écoutent la technologie, les gens connaissent, mais dans les personnes en dehors de cette partie un peu technophile, il y a plein de gens qui ne connaissent pas en fait. Et en plus, comme c'est pas hyper simple et qu'il n'y a pas, tu vois, déjà le fait de configurer c'est un peu long. Et pour une personne qui ne peut pas lire les docs, c'est encore pire, on va dire. Ok, donc c'est un peu ce sera un peu mon mot de la fin ici. Donc toutes ces technologies existent aujourd'hui, mais malheureusement ça manque probablement un petit peu de démocratisation, dans le sens où ça manque d'éducation chez le commun des mortels. Il faudrait, moi je pense que ce genre d'appareil mériterait avoir un setup beaucoup plus court et beaucoup plus simplifié, en tout cas pour les fonctions de base. Qu'après, on a envie d'aller dans les différents réglages pour associer une pièce par défaut, ou le fait qu'on veuille, je sais pas moi, définir une enceinte par défaut dans une maison connectée, etc. Ça, après, c'est des réglages un peu plus fins qu'on peut faire après coup. Mais pour que les gens démarrent, je pense que si c'était un peu plus simple pour les fonctions de base, en tout cas pour l'initiation de base, ça serait quand même plus simple pour tout le monde, quoi. Je pense. Forcément, la domotique au service des non-voyants, on s'en doutait un tout petit peu tout de même, mais là on en a une preuve flagrante, j'ai envie de dire, Sébastien. C'est pas le seul sujet que tu as abordé avec David, on est dans une série de hors-série, comme on dit, et on va encore parler d'autres choses dans le prochain hors-série. Par exemple, de quoi s'agira-t-il ? Eh bien, oui, une autre question qu'on se posait, parce qu'on a déjà abordé donc pas mal de choses à la maison, en rue, etc., c'est bien un endroit qui est aussi très important pour tout le monde, le travail en fait. Comment ça se passe au boulot ? Comment ça se passe au boulot avec David de chez Access Solutions.